Les matins de France Culture, Guillaume Erner. Maintes fois repoussée, la présentation du projet de loi immigration se fera au Sénat le 6 novembre prochain avant que le texte n'arrive à l'Assemblée nationale début 2024. En mal de majorité, le gouvernement mise sur l'équilibre des propositions entre intégration, lutte contre l'immigration illégale. En véritable serpent de mer, le sujet cristallise cependant les oppositions entre le libéralisme politique de la gauche et du centre, le durcissement rhétorique de la droite qui cherche à exister face aux extrêmes. Alors à qui profitent ces débats à l'approche des élections européennes? Comment cherche à se positionner chaque parti? Bonjour Bruno Cotresse. Bonjour. Vous êtes politiste, chercheur au CNRS, professeur à Sciences Po au centre de recherche le CEVIPOF. Ça fait combien de temps que les questions migratoires sont saisies par la politique, on peut dire peut-être un peu instrumentalisées? Sans doute que les historiens remonteront plus loin que moi, mais en tant que politiste, on voit qu'en matière d'élections et de débats publics, au moment des grands rendez-vous électoraux, c'est incontestablement à partir du milieu des années 80, ça fait pas loin d'une quarantaine d'années. Les élections européennes de 1984 en particulier ont été un point d'inflexion avec un Front National de l'époque qui arrive d'une certaine manière un peu à imposer que cette question soit posée sur la table. C'est vrai que si on retourne par exemple au débat présidentiel de 1974 ou 81, les débats glorieux entre François Mitterrand et Valéry Giscard d'Estaing de l'époque, c'est vrai que ce thème est pratiquement pas abordé. Le débat est alors concentré sur la question du changement économique et social. Bon, alors la dernière page, c'est donc cette tribune transpartisane publiée donc le 11 septembre dernier dans Libération avec une trentaine de parlementaires qui vont du MoDem à Europe Écologie Les Verts et qui proposent donc 3 mesures humanistes et concrètes pour la régularisation des travailleurs sans papier. Votre regard sur cette tribune, quelle page marque-t-elle dans l'histoire donc de ces politiques migratoires? D'abord, c'est une tribune qui marque une certaine rupture au sein de la majorité, parce qu'on voit que cette tribune est signée par des personnalités politiques qui vont globalement du MoDem à Europe Écologie Les Verts, en passant par des députés macronistes, et non des moindres, Sacha Houlié, président de la commission des lois, macroniste, on va dire historique de départ, alors certes qui venait des rangs du centre-gauche à l'origine. Donc on voit effectivement quelque chose qui est en train de traduire que sur ces questions, la politique qu'Emmanuel Macron veut incarner ne satisfait pas complètement plusieurs personnalités de la majorité. Alors j'observe néanmoins que ça n'est pas la première fois qu'il y a une expression publique d'un désaccord au sein du macronisme sur la question des migrations. On se rappellera peut-être qu'au début de l'année 2018, le journal Le Monde publie une tribune signée par des personnalités, on va dire, du centre-gauche, non des moindres là aussi, Laurent Berger, patron de la CFDT à l'époque, Thierry Pêche de Terra Nova, Jean Pisani-Ferry, et qui s'intitulait « Monsieur Macron, votre politique contredit l'humanisme que vous prônez ». Et quand on relit cette tribune aujourd'hui, on voit que ça crantait déjà pas mal sur cette question et qu'on y retrouve pas mal de parallèles avec celle d'aujourd'hui. Bon, on va faire une guerre des tribunes, Bruno Cotteret, si vous le voulez bien. Moi, je vais vous rappeler une tribune qui est parue dans le JDD en mai dernier. Alors, cette fois-ci, elle était signée par les Républicains et elle prônait l'opposé. Et autrement dit, une rhétorique de fermeté vis-à-vis de l'immigration. Oui, bien sûr, le thème de l'immigration est à la fois un thème qui introduit des nuances au sein des blocs politiques, mais qui clive très fortement aussi entre la gauche et la droite, incontestablement. Et c'est vrai qu'on voit que sur cette question, on se rappelle aussi dans la campagne présidentielle, Valérie Pécresse aussi très en pointe aussi sur ces questions, en accord d'ailleurs avec cette tribune du JDD que vous rappeliez. Donc on voit là, à nouveau le retour vers des éléments de différenciation gauche-droite importants et des questions qu'il va falloir suivre dans la perspective de la fin du mandat d'Emmanuel Macron, avec la question que tout le monde se pose, est-ce que la fin du mandat d'Emmanuel Macron voudrait dire le retour à des polarisations gauche-droite très fortes, pas seulement socio-économiques, mais peut-être aussi sur des questions qui sont relatives à l'immigration ou à l'identité, on va dire. N'allez pas trop vite, Bruno Cotteret, puisque dès maintenant, la question se pose avec les Républicains, puisque dans la quête d'une majorité, le gouvernement pourrait faire alliance avec les Républicains. Il a de toute
toute façon besoin d'une alliance. Mais alors, est-ce que justement la tribune lancée notamment par certains députés macronistes n'est pas là pour rendre difficile cette alliance avec les Républicains, ou ne va-t-elle pas rendre de fait difficile cette alliance? Ça la rend compliquée, c'est sûr, puisqu'il y a des signataires de cette tribune qui viennent des rangs de la majorité présidentielle, et ça traduit que la recherche d'une majorité à l'Assemblée sur un texte sur la question de l'immigration va être très compliquée, parce que ça montre qu'il y a au sein de la majorité des tensions, en tout cas au minimum différents points de vue sur cette question, et que la recherche d'une majorité allant vers les positions des Républicains va accentuer ces tensions. Mais alors, c'est intéressant que vous disiez que le clivage droite-gauche, il repose en partie aujourd'hui sur la question migratoire, parce qu'on pourrait imaginer d'autres choses. Il y a eu tout d'abord des tenants d'une ligne de fermeté à gauche, disons la ligne chevènementiste, et puis à droite, il y a une ligne qui pourrait être libérale, qui considère finalement qu'il faut lever les entraves à la circulation des capitaux et des hommes, et qui pourrait donc être beaucoup plus libérale sur le plan migratoire. Oui, sur le plan des prises de position des personnalités politiques, ça c'est sûr qu'il y a différentes sensibilités à l'intérieur des familles politiques, à l'intérieur de la gauche, il y a différentes sensibilités, on le voit. Mais si on regarde du côté des sympathisants, des électeurs, de ceux qui se revendiquent des cultures politiques de la gauche et de la droite, là on retrouve quand même des éléments importants de différenciation. Je suis retourné aux données que nous produisons au CEVIPOF et notamment notre enquête annuelle, le baromètre de la confiance politique, et j'ai été regarder entre aujourd'hui et le début de la période Macron, on voit que les choses sont assez stables. On retrouve des sympathisants issus de la Macronie qui sont un peu intermédiaires entre ceux de la gauche, qui sont toujours beaucoup plus favorables à une politique plus humaniste, plus accueillante vis-à-vis des migrations, et des sympathisants de la droite qui eux, sont allés plus clairement au cours des dernières années vers les positions qui sont plus celles du Rassemblement national d'aujourd'hui, c'est-à-dire de la fermeté et du contrôle. Mais alors, question terrible pour la Macronie, pour les macronistes. Les électeurs d'Emmanuel Macron, ils se situent où dans cet axe, si, il était possible de simplifier en disant qu'il y a certains qui ont une attitude, disons, accueillante vis-à-vis de l'immigration, et d'autres qui voudraient une politique de fermeté? Alors c'est intéressant parce que votre question souligne au fond un paradoxe que nous avions souligné il y a plusieurs années, en 2018, lorsque nous avions publié avec Marc Lazare, Thomas Vitiello, Thierry Pech, une grande étude sur les adhérents du mouvement d'Emmanuel Macron, à l'époque qui s'appelait En Marche. Et on voyait qu'il y avait des sous-cultures politiques qui traversaient ce mouvement, qui pourtant revendiquaient la disparition du clivage gauche-droite. Et on voyait qu'à l'intérieur de ce mouvement politique, il y avait quand même toujours des lignes de fracture gauche-droite, et en particulier sur les questions de justice sociale, mais aussi sur les questions d'immigration. Par exemple, on identifiait à l'intérieur du mouvement d'Emmanuel Macron une catégorie qu'on appelait les conservateurs libéraux, des adhérents qui étaient à la fois libéraux sur le plan économique, mais très conservateurs en particulier sur les questions migratoires. Et il y avait un écart considérable qui les séparait sur cette question d'une autre catégorie de marcheurs qui étaient plutôt des progressistes en domaine économique et sur les questions migratoires, ou des progressistes qui venaient des rangs de la gauche. Donc on voyait très bien qu'à la fois sur les questions économiques, mais aussi sur les questions migratoires, il y avait toujours des éléments de différenciation gauche-droite à l'intérieur même du mouvement d'Emmanuel Macron. Et on concluait en disant qu'il y avait des éléments de fédération de ce mouvement politique, Emmanuel Macron, l'Europe, l'éducation, mais des éléments de différenciation, et on est en train de les retrouver. Bon, mais alors le pari, il est hasardeux. Ça veut dire que pour vous, le centre de gravité de la Macronie, il se situe où par rapport à cette question donc de l'immigration? Si on regarde les données qui sont disponibles, c'est intermédiaire entre les sympathisants de la droite et les sympathisants de la gauche, même s'il y a eu un léger glissement vers la droite. Quand on regarde les données avec attention, on voit qu'il a bien eu un léger glissement vers la droite, mais il y a toujours la recherche d'un compromis, c'est-à-dire à la fois... D'ailleurs, c'est ce que rappelait d'une certaine manière la tribune dont je parlais, qui a été publiée en 2018 et qui en appelait à ce qu'Emmanuel Macron tienne sa promesse, et je cite les termes de cette tribune, d'un humanisme responsable et assumé. Donc voilà, la recherche d'un point d'équilibre entre une politique migratoire, humaniste, mais en même temps responsable. Bon, alors ensuite, la dernière tribune, elle vient donc
prendre la parole sur le thème de l'immigration, qui est un thème, bien entendu, central pour le Rassemblement national, avec, disons, une perspective possible, certains diraient probable, d'un second tour entre un candidat du centre et un candidat issu du Rassemblement national. Ce n'est pas le seul scénario, mais c'est un scénario qui est envisageable. Quelle réaction, quelles conséquences justement sur cette forme d'opposition entre le RN et un candidat issu du centre au sens large? Voilà, ça illustre là encore une des énigmes de la prochaine élection présidentielle, qui est que va-t-il se passer au centre droit? Va-t-il y avoir l'émergence d'un candidat qui arrive à réunir sur son nom, qui arrive à réunir sur son projet, à la fois les aspirations économiques des sympathisants de la droite, on va dire, c'est-à-dire moins d'impôts, moins de taxes, moins d'État, moins de fonctionnaires, moins de dépenses publiques en particulier, et en même temps des aspirations plus régaliennes sur lesquelles le parti actuel, naturel de ses électeurs, les Républicains, s'est pas mal durci. Éric Ciotti ne fait pas mystère de son souhait d'avoir une politique migratoire beaucoup plus restrictive dans tous les domaines, le contrôle, la délivrance de titres. Donc de ce point de vue-là, c'est vrai qu'il y a une énigme vis-à-vis de la prochaine élection, qui est quel candidat va arriver à synthétiser, à faire cette synthèse entre un centre droit très marqué par son soutien à Emmanuel Macron sur la question économique et un centre droit très intéressé, très préoccupé par la question, on va dire, de l'immigration. Autant dire que c'est un vrai problème pour la droite ou pour ceux qui aujourd'hui se reconnaissent dans ce Oui, parce que ça illustre cette tension qui est comment arriver à parler un langage qui peut potentiellement plaire à un électorat de droite très sensible aux questions régaliennes, sécurité, ordre public, immigration, sans donner le sentiment d'une formation politique conservatrice dans tous les domaines. Donc comment être à la fois l'héritier d'Emmanuel Macron et celui ou celle qui fait renaître de ses cendres le Parti républicain. Bruno Cotresse, vous êtes politiste. On se retrouve dans une vingtaine de minutes. On va évoquer cette fois-ci ces questions de politique migratoire dans le cadre européen, les choix qui sont faits un peu partout en Europe aujourd'hui. 7h55 sur France Culture. 6h30, 9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner. Sous-traitance, restrictions, régularisation, chaque pays européen a sa propre politique migratoire, parfois en total désaccord avec son voisin, mais à l'heure de la droitisation de l'Europe, c'est une voie plus sévère, restrictive, qui semble souvent séduire les gouvernements. Une politique migratoire commune est-elle pourtant devenue envisageable? On en discute avec Bruno Cotresse, politologue, professeur à Sciences Po. Vous êtes rejoint par Camille Lecause. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheuse au sein du think tank Migration Policy Institute. C'est en anglais, donc on devrait dire Migration. Mais au sujet de ces différentes politiques migratoires, lorsque vous prenez cette tribune que l'on a évoquée il y a une vingtaine de minutes, une tribune donc signée par différents parlementaires venus du centre, disons, d'Europe Écologie Les Verts aussi, eh bien cette tribune, elle demande la régularisation des immigrés clandestins pour des raisons à la fois humanistes et pragmatiques. Comment peut-on replacer cette tribune dans le paysage des politiques migratoires européennes, Camille Lecause? Effectivement, je pense que ça renvoie un petit peu à un débat commun européen sur la maîtrise de la migration irrégulière, et les crispations que l'on voit en France reflètent très bien cette difficulté d'avoir une approche globale sur la gestion des migrations, avec, comme vous l'avez dit, vraiment un accent qui est mis sur la gestion des frontières, la limitation de la migration irrégulière. Et c'est un casse-tête européen en quelque sorte, parce qu'on avait vu à la sortie de la pandémie ce besoin pour de la main-d'œuvre étrangère, que ce soit pour les travailleurs essentiels, dans l'agriculture, dans les services à la personne, mais aussi pour l'avenir de l'Europe, pour cette transition vers le digital, vers l'économie verte. Et donc, ce que l'on voit, c'est que finalement, cette politisation qui a lieu en France, mais qui est vraiment commune à l'Union européenne, bloque toute avancée sur ce sujet de la migration de travail. Comment est-ce qu'on peut organiser ça pour sortir de ces systèmes où on a des personnes qui n'ont pas de papier et qui se retrouvent quand même à travailler dans divers pays européens dans des conditions très compliquées? Alors, cette question, elle est tranchée. Comment, via donc les politiques des uns et des autres, via un référendum? Est-ce que, par exemple, cette question qui semble jaillir dans le débat politique français, elle est posée ailleurs
en Europe, Camille Lecause? Alors c'est sûr qu'elle est posée dans les divers pays. Ensuite, un référendum, c'est vrai que bon, au niveau français, je pense que Bruno Cotresse sera mieux à même d'en parler, mais on voit un peu, on voit difficilement comment Il est une là, il va question, vous répondre. comment une question aussi complexe va pouvoir être résolue avec une simple question. Et je pense que c'est aussi vraiment la difficulté des politiques européennes. C'est tellement compliqué, il y a tellement différents enjeux à la fois sur la gestion des frontières, mais aussi la migration de travail, l'asile. Comment est-ce qu'on organise tout ça? Évidemment, on ne peut pas se la poser en une seule question à laquelle on répondrait par oui ou par non. Alors Bruno Cotresse, on a évoqué la manière dont la question donc, des migrations clivait politiquement, mais il y a une solution, il n'y a qu'à faire un référendum et il n'y aura plus de clivage. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, comme on dit, il n'y a plus qu'un. Non, effectivement, je rejoins ce qui vient d'être dit. Une question si complexe nécessite d'abord et avant tout une énorme pédagogie des gouvernants pour parler sérieusement de cette question. Le terme de migrant est utilisé pour recouvrir des situations extrêmement différentes. Il faut quand même rappeler qu'il y a beaucoup de migrations intra-européennes. Quand on regarde d'où viennent ceux qui résident dans notre pays et qui n'ont pas la nationalité française, on voit qu'il y a aussi beaucoup de migrations intra-européenne. Il faut d'abord beaucoup de pédagogie avant de s'enclencher, de s'engager dans quelque chose d'aussi réducteur et polarisant qu'un référendum sur la question. Ça ne veut pas dire que la voix du peuple n'est pas intéressante à écouter sur ces questions, bien évidemment. D'abord, il y a les grands rendez-vous électoraux pour que le peuple s'exprime. Et c'est fondamental en démocratie. Donc il est bon pour le débat démocratique que les formations politiques disent des choses sur ces questions, mais qu'elles fassent aussi œuvre de pédagogie avant qu'on s'embarque dans des choses aussi réductrices qu'une polarisation oui-non sur cette question. Donc la question d'un référendum, par ailleurs, pose d'autres questions institutionnelles relatives au domaine du référendum, donc ça devient un peu l'usine à gaz. À ce moment-là, il va falloir enclencher une série de référendums sur que veut dire le référendum. Bon, bref, on voit que c'est pas la bonne idée, sans aucun doute. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de débat sur ces questions, mais ça veut dire que ce débat, il doit être sereinement organisé, sérieusement, car le sujet est extrêmement compliqué et très sensible dans l'opinion. Alors, il n'y a pas que le peuple qui s'exprime, il y a aussi les politiques. Alors, ils s'expriment en France. Ils se sont exprimés également dans le journal Le Monde. C'est une tribune qui m'avait frappé au sujet donc du modèle danois. C'était le ministre social-démocrate danois de l'immigration et également un professeur de l'université de Copenhague. Et ils exhortaient, je cite, l'Europe à revoir sa politique migratoire face au mécontentement croissant des populations européennes. Près d'1 million de demandes d'asile ont été déposées dans l'Union européenne, disait-il. Le rythme s'accélérant encore cette année. Plus de la moitié ont fait l'objet d'un refus en première instance et il rappelait en quelque sorte que cette situation ne pouvait perdurer. C'était particulièrement frappant, Camille Lecause, de voir donc deux Danois, autrement dit l'Europe du Nord, censée avoir une tradition d'accueil, prôner une grande fermeté. Oui, effectivement, les Danois, au cours des dernières années, ont été très forts pour défendre leur modèle. On les a vus un petit peu graviter dans tous les think tanks à Bruxelles pour expliquer qu'il fallait plus de fermeté, avec des propositions en fait déconnectées du réel, parce que l'objectif finalement d'interdire l'arrivée des demandeurs d'asile en Europe est complètement irréaliste et ça va à l'encontre des textes européens. Et donc c'est pour ça que notamment leur proposition dont on a beaucoup parlé d'externaliser l'asile vers le Rwanda ne s'est jamais matérialisé parce que, d'une part, c'est infaisable et on a bien vu. Et on a bien vu que depuis ces annonces, des pays comme le Danemark, mais aussi le Royaume-Uni qui a tenté de le faire, cela ne fonctionne pas pour des raisons juridiques, mais aussi parce que sur le terrain, enfin, je veux dire, on voit mal comment des personnes vont être envoyées au Rwanda et ensuite poser leur demande d'asile. Enfin, concrètement, comment ça fonctionne. Alors ça, c'était la solution prônée effectivement en Angleterre, mais le fait qu'il y ait un message de fermeté, même si ce message de fermeté est un message purement verbal, c'est quand même important à retenir. Et ça n'est pas purement illusoire, c'est déjà un acte politique fort. Non, et je pense que c'est un message qui est partagé
par l'ensemble des partenaires européens. On le voit très bien avec les négociations sur cet ensemble de mesures, ce fameux pacte migratoire. Le message global, c'est quand même un message de fermeté, de rendre plus difficile l'accès au sol européen pour les demandeurs d'asile. Et tout ce qui était dans ce texte initial sur l'accès à la migration de travail, la protection, a quand même eu peu de conséquences au niveau des négociations. Jean-Louis Marie. Ça va être intéressant d'ailleurs aujourd'hui parce que la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, prononce son discours sur l'état de l'Union aujourd'hui et elle est évidemment attendue sur ce sujet majeur de l'immigration. Mais je reviens sur ce que vous disiez, Camille Lecause, tout à l'heure, vous employez l'expression de casse-tête européen et c'est vrai, Guillaume, que le modèle ou le contre-modèle danois intéresse, fascine, interpelle d'autres dirigeantes en Europe. Regardez ce qui s'est passé en France. Réaction à droite où on est allé voir ce qui se passait du côté de Copenhague, réaction au sein du gouvernement où on est allé voir ce qui se passait de Copenhague sur le thème, regardez, les sociaux-démocrates danois, eux, ont su faire leur révolution et regarder en face la réalité de l'immigration sans angélisme. Comment interprétez-vous tous les deux cet intérêt français pour ce qui se passe au Danemark? Camille Lecause. Oui, parce que je pense que ça part du principe de cet objectif irréaliste qu'on peut tout contrôler et qu'on peut empêcher les demandeurs d'asile de venir en France, de venir au Danemark, ce qui est vraiment la logique danoise. Venir en Suède, parce que la Suède suit également la même et l'Autriche. Je veux dire, il y a un certain nombre de pays qui sont convaincus que finalement le système d'asile européen ne fonctionne pas, qu'on reçoit trop de demandes d'asile, qu'on ne peut pas gérer. Et on le voit aussi au niveau de tous les systèmes de réception, que ce soit en Belgique ou aux Pays-Bas, qui sont engorgés. Et effectivement, ça pose des problèmes. Il y a un vrai sujet. Sauf que la réalité, c'est qu'on ne peut pas juste décider que les personnes ne vont plus venir sur le sol européen et pouvoir déposer une demande d'asile. C'est contraire au droit européen. Et quand bien même là, les propositions qui sont négociées à Bruxelles en ce moment ne mettent pas un terme à ce principe fondamental qui est aussi un principe fondateur de l'Union européenne. Mais alors c'est quand même intéressant, Bruno Cotresse, parce que s'il y a ce mouvement-là, donc au Danemark, en Suède, un mouvement donc de fermeté avec des messages forts qui sont envoyés, cela signifie que cette tribune en France qui réclame l'inverse, elle est en décalage de cycle par rapport à ce qui se passe ailleurs en Europe. Il y a également des débats dans les autres pays européens. D'abord, il faut rappeler sur le cas du Danemark que le Danemark a obtenu, négocié des exceptions au traité européen quand les Danois ont voté pour la deuxième fois sur le traité de Maastricht, puisqu'ils avaient dit non à un premier référendum. Ils ont dit oui ensuite, mais avec de la négociation d'exception. Et donc, que la situation n'est pas complètement transposable dans le cas français, mais c'est vrai qu'au Danemark, on voit par exemple une très longue liste d'exigences qui s'est renforcée sur les demandes de regroupement familial, sur les demandes de nationalité danoise. Il faut un emploi, il faut la maîtrise de la langue, la connaissance du pays, etc. Le délai d'attente pour obtenir la nationalité absolument gigantesque. C'est de l'ordre d'une décennie au minimum pour obtenir la nationalité. Donc on voit tout de suite les difficultés de l'exercice, bien évidemment. Mais on comprend les raisons politiques pour lesquelles des personnalités politiques se rendent au Danemark pour étudier la situation. C'est d'une certaine manière le rôle des politiques que d'aller voir ce qui se passe ailleurs et d'essayer de comprendre si c'est transposable ou pas transposable à notre pays. On voit que ça traduit, toujours on en parlait tout à l'heure, la recherche en particulier à la droite de l'échiquier politique français, la recherche d'une solution, comment poser ces questions, comment proposer des choses sans être prisonnier des mots, des débats que la droite extrême impose à la droite sur ces questions. Donc voilà, ça traduit l'état on va dire, d'interrogation, de tension politique en France en particulier à droite sur cette question. Et alors, si on continue ce tour d'Europe, Camille Lecause, après le message de fermeté danois ou suédois, il y a l'exception allemande, où là, on est typiquement du côté d'une forme donc d'accueil pragmatique. Votre regard? Oui, ce que l'on voit en Allemagne, ils font un peu, le gouvernement allemand fait un peu figure d'exception. Ils se sont prononcés de manière très volontaire pour une nouvelle politique de migration de travail. On a tous entendu ce chiffre de 400 000 travailleurs migrants qui vont être en besoin, enfin qui vont être nécessaires au cours des prochaines années pour maintenir l'état de l'économie allemande. Je pense que ça s'appuie à la fois sur une lecture pragmatique des besoins de l'économie et puis aussi sur peut-être une histoire où on a vu comment les réfugiés syriens, leur intégration
l'intégration dans le marché du travail a été réussie. Il y a aussi une histoire sur les travailleurs invités dans le passé. Maintenant, ce qui est intéressant dans le cas allemand, c'est je pense qu'il y a aussi une prise de conscience. En fait, c'est pas si facile de faire venir des gens en Europe et que finalement, l'Europe, l'Allemagne n'est peut-être pas si attractive qu'on le pense, avec, je pense, un discours ambiant sur les Européens qui nous rend peut-être moins attractifs par rapport aux États-Unis, au Canada. Et puis, la question de quels pays vont venir ces migrants-là, avec du côté allemand, une politique aussi assez volontaire pour mettre en place des partenariats migratoires et essayer de travailler avec des pays comme la Tunisie, le Maroc, l'Arménie ou l'Inde, et de se dire, on ne va pas non plus recruter tous vos travailleurs qualifiés, mais on va essayer de mettre en place des accords pour que ce soit un peu plus équilibré. Alors, parce que c'est quand même ça, en fait, la contradiction ou la difficulté. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a une volonté d'avoir de l'immigration choisie. Alors, c'est le cas de la politique canadienne, par exemple, et c'est ce qui est prôné à la fois en Allemagne, mais aussi en France, en filigrane dans cette tribune. Mais une immigration choisie, c'est aussi une immigration qui permet à un certain nombre de personnes qui auraient pu travailler dans leur pays d'origine de le déserter et d'aller grossir le champ de compétences dans d'autres pays. Tout à fait, et on voit vraiment une inquiétude de la part de certains États, je pense à la Turquie, mais aussi la Tunisie et le Maroc, qui sont inquiets de voir l'Union européenne parfois se mobiliser, mettre en place des systèmes pour essayer de recruter leurs travailleurs qualifiés. Et donc, l'Allemagne, ils s'inscrivent dans une logique où ils veulent investir dans la formation professionnelle, dans l'éducation, dans les pays d'origine, de manière à former un plus grand pôle, un plus grand groupe de personnes, et ensuite se dire, parmi ces lauréats, parmi ces personnes qui ont bénéficié de ces formations, un certain nombre viendront travailler en Allemagne avec des qualifications qui répondent aux critères allemands, et puis d'autres pourront rester dans leur pays aussi. Et alors, si on continue le tour d'Europe des politiques migratoires, on a vu donc les sociodémocrates, on voit donc l'immigration choisie de l'autre bord, autrement dit ce qui est fait en Allemagne, et puis on a la situation en Espagne, plus encore en Italie, où là, on assiste à un discours qui est un discours de refus des migrations, comme dans certains pays d'Europe de l'Est d'ailleurs. Là aussi, vos commentaires, Camille Lecause. Oui, je pense que ça a été très intéressant de voir un petit peu l'évolution de la première ministre Meloni avec Donc en Italie. Voilà, en Italie, avec initialement un discours très fermé sur l'immigration et puis une pression énorme parce que les arrivées aussi sur les côtes italiennes ont augmenté. Donc pour elle, c'était vraiment essentiel de pouvoir montrer qu'elle était active et qu'elle arrivait à arrêter les arrivées. Et finalement, je pense qu'au cours des derniers mois, ce qu'on a vu, c'est une prise de conscience qu'elle avait besoin du niveau européen pour arriver à ses objectifs politiques. Et donc, cette alliance finalement de l'extrême droite, ce discours anti-immigration qui s'accompagne souvent d'un discours anti-Europe, anti-mondialisation, dans le cadre de Mélanie, on a vu que ça avait changé et que finalement, elle essayait de s'appuyer un petit peu plus sur l'Europe. Elle est partie avec... Elle s'est, à cet égard, normalisée. Exactement, et c'est là où je pense qu'on voit aussi un déplacement du curseur, où finalement des politiques qui, il y a quelques années, paraîtraient vraiment en dehors des clous au niveau européen ou même au niveau français, maintenant paraissent un petit peu plus, acceptables. Mais alors, juste pour que l'on comprenne bien, Camille Lecaux, ça veut dire que concrètement, la politique de Giorgia Meloni vis-à-vis de l'immigration, je parle de politique concrète, elle consiste en quoi? Qu'est-ce qui a changé en Italie depuis son élection? Alors là, ce qui a changé pour l'instant, c'est surtout d'essayer de limiter les arrivées aux frontières italiennes et de s'appuyer Ça, c'est sur le vraiment un niveau... changement? Non, c'est vrai, vous avez raison. C'est pas un changement. Je pense que ce qui est nouveau, c'est de s'appuyer encore plus sur le niveau européen pour y parvenir et d'aller à Tunis, négocier un accord avec le président tunisien pour dire vous renforcez vos contrôles aux frontières et nous, du côté européen, on est prêt à faire les compromis qu'il faudra pour vous donner envie de le faire. Donc alors, c'est une politique qui finalement est assez... timoré par rapport aux déclarations verbales à l'origine de Giorgia Meloni et de son parti. Oui, je pense qu'il y a eu quand même un principe, une prise de conscience finalement que ce qu'elle voulait faire initialement, par exemple ce blocus maritime, n'était pas possible. Et il y a quand même eu un certain nombre de chocs dans l'opinion publique italienne notamment, suite aux différents naufrages qui ont eu au cours de l'année écoulée, qui je pense ont quelque part changé un petit peu le discours sur...
quand même pas laisser faire tous ces naufrages en mer. Jean Lémarie. L'arrivée de Giorgia Meloni au pouvoir dans le cadre de cette coalition avec une partie de la droite a créé, il y a un an, une onde de choc politique, non seulement en Italie, mais évidemment en Europe, avec beaucoup de réactions chez nous, dans la classe politique, et notamment, évidemment, du côté du Rassemblement national. Dans quelques jours, Marine Le Pen doit se rendre en Italie pour retrouver Matteo Salvini, d'ailleurs le patron de la Ligue, qui fait partie de la coalition. Bruno Cotresse, comment voyez-vous aujourd'hui l'effet de cette onde de choc un an après l'élection italienne? C'est vrai qu'au moment de l'élection et de la victoire de Meloni, beaucoup ont pensé qu'au fond, elle était en train de faire la trace ou la piste pour Marine Le Pen et que ça indiquait clairement le chemin à prendre pour le Rassemblement national. Et la situation politique française a beaucoup débattu de cette question. On voit effectivement qu'aujourd'hui, c'est devenu plus compliqué. Les deux formations politiques ne sont pas comparables terme à terme. La sociologie du Rassemblement national et de ses électeurs n'est pas égale à la sociologie du mouvement de Meloni. Donc ça ne se pose pas non plus complètement terme à terme. Mais c'est vrai que on voit d'ailleurs, si on prend le discours de rentrée de Marine Le Pen, on voit que la question des migrations est là toujours, bien évidemment, mais elle n'occupe plus autant d'espace qu'auparavant. Elle est beaucoup plus venue dans son discours de rentrée sur les thèmes sociaux, éducatifs. Elle a beaucoup parlé de l'école, etc. On voit qu'en revanche, du côté d'Éric Zemmour, c'était un moment extrêmement long de son discours de rentrée, avec tout un dégagement sur la France-Afrique, une déclaration extrêmement choc d'Éric Zemmour. L'Afrique ne veut plus de nous chez elle. Eh bien, nous ne voulons plus de l'Afrique chez nous. Enfin, voilà, on voit que sur cette question, les lignes sont un peu en train de bouger. Mais effectivement, cette question va revenir en force, bien évidemment, dans le cadre des prochains débats politiques français. Mais ce qui est intéressant, en fait, dans le cas de Giorgia Meloni, comme dans le cas de Marine Le Pen, Marine Le Pen, c'est évidemment plus hypothétique, c'est de savoir si il y a une normalisation une fois que ces partis arrivent au pouvoir, ou s'ils parviennent à conserver leur spécificité. Alors c'est peut-être finalement dans les pays de l'Est où la fermeture est la plus marquée, et elle est tenue là aussi, pas seulement de manière verbale, Camille Lecause. Oui, c'est vrai que ça a été une constante au cours des dernières années, avec des pays comme la Hongrie et la Pologne qui se sont opposés à toutes sortes de négociations, un peu d'ouverture sur que ce soit des politiques de migration de travail ou aussi des mécanismes d'accès à la réinstallation, voies complémentaires pour les réfugiés vers l'Europe. Je voudrais revenir brièvement sur ce dont on parlait au début, sur les difficultés d'avoir un débat apaisé sur les textes européens en matière de migration. Parce que ce qui est sûr, c'est que là, les textes qui sont négociés à Bruxelles sont pour la plupart des observateurs absolument illisibles. Il y a eu un accord en juin au niveau du Conseil. C'était très difficile pour les journalistes de se dire sur quoi exactement les États européens se sont mis d'accord. Et donc ça crée une difficulté pour comprendre de quoi on débat. Et puis en deuxième point, même lorsqu'on se met d'accord sur des textes européens, il y a toujours la difficulté ensuite de les mettre en œuvre avec des pays comme la Hongrie qui, quelque part, ont un petit peu une prime à ne pas les appliquer. Pour eux, finalement, ça sert leurs intérêts politiques de pouvoir dire, regardez, la Commission nous dit qu'on ne fait pas ce qu'il faut, on ne manifeste pas la solidarité européenne à laquelle on voudrait, à laquelle on voudrait nous soumettre. Et donc pour eux, ça leur sert aussi d'éviter de mettre en place ces mécanismes. Qu'en pensez-vous, Bruno Cotresse ? Oui, c'est vrai que tout à l'heure, on parlait de casse-tête européen. C'est vrai qu'il y a bien un casse-tête européen. Il y a des politiques européennes en matière d'encadrement des migrations légales, de contrôle ou de lutte contre les migrations illégales, de protection aussi, d'affirmation des droits de ceux qui viennent vivre et travailler sur le sol européen. Et on voit toutes les tensions que nous connaissons en France. Elles se traduisent également au Conseil européen. Ça sera très intéressant de suivre la position de la France au Conseil européen sur cette question. On partait d'un point de départ, au départ de 2017-2018 d'Emmanuel Macron, qui, rappelons-le, avait dit que l'Allemagne d'Angela Merkel avait sauvé la dignité collective de l'Europe avec l'accueil de nombreux réfugiés syriens. Donc, est-ce que c'est toujours la position de notre chef d'État ? Est-ce qu'elle a évolué ? Et encore une fois, je rejoins le point qui vient d'être souligné. Le politique est dans son rôle en parlant
de sujets qui fâchent, bien évidemment, et de ne pas mettre les choses sous le tapis, c'est fondamental, mais il est aussi beaucoup plus encore dans son rôle d'expliquer clairement, de ne pas entretenir les confusions et d'entraîner les citoyens dans un débat davantage apaisé. Un mot de conclusion, Camille Lecause? Oui, ben on voit que justement dans un certain nombre de pays de l'Est, c'est vraiment une autre approche qui a été prise avec les discussions en cours pour la Pologne, par exemple, de mettre en place un référendum sur un mécanisme européen qui s'appelle la relocalisation, alors qu'en fait, ce mécanisme, enfin la Pologne n'y est pas du tout obligée. Donc ces pays-là jouent vraiment sur un manque d'information, une incompréhension des politiques européennes, et donc à la Commission aussi de mener ce travail de pédagogie de manière un peu plus active. Merci Camille Lecause. Je rappelle que vous êtes chercheuse au sein du think tank Migration Policy Institute. Merci Bruno Cotresse, politologue et professeur à Sciences Po.